Donc, bonjour tout le monde. Bienvenue à ce webinaire du risque. Je vous remercie d'être présent aujourd'hui. Euh, donc, c'est ça, avant de commencer, je vous rappelle que le webinaire est enregistré. Si vous ne voulez pas être vu, il suffit de garder votre caméra fermée. Et le webinaire sera disponible sur notre chaîne YouTube en début de semaine prochaine. Donc, sans plus attendre, je vous présente nos deux panélistes aujourd'hui, Geneviève Bordelot et Roxane Lavoie, excusez-moi, qui vont nous parler, elles vont nous parler des inondations et de l'eau potable et des risques de contamination pour les puits privés. Excusez-moi, j'ai un peu le rhume, puis ça sort un petit peu tout croche aujourd'hui. Donc, c'est ça. Donc, pour les puits privés, la perception du risque par les riverains et les enjeux de gouvernance. Donc, on va avoir premièrement Geneviève Bordelot, qui est professeure agréée au Centre Eau, Terre, Environnement de l'Institut national de la recherche scientifique. Ses travaux en hydrogéochimie visent à caractériser l'écoulement de l'eau souterraine au niveau régional, faire le suivi de contaminants ou encore comprendre les interactions entre les eaux souterraines et de surface. Madame Bordelot utilise son expertise pour caractériser la qualité de l'eau potable et des eaux souterraines dans des environnements tant naturels que perturbés, dans l'optique de protéger cette précieuse ressource. Titulaire de la chaire de recherche du Canada pour la protection des eaux souterraines dans un monde en changement, elle détient un baccalauréat en agronomie de l'Université McGill, une maîtrise en sciences de la terre, profil hydrogéologie et un doctorat en sciences de l'eau de l'INRS. Et elle a effectué un stage postdoctoral dans les laboratoires de la Commission géologique du Canada. Ensuite, on va avoir Roxane Lavoie, qui est professeure adjointe à l'École supérieure d'aménagement du territoire et du développement régional de l'Université Laval. Elle s'intéresse au processus de décision en aménagement du territoire et aux outils d'aide à la décision territoriale. Le développement d'outils pour faciliter la prise en compte d'enjeux environnementaux complexes, en particulier ceux liés à l'eau, dont la planification territoriale constitue son principal champ d'intérêt. Elle détient un diplôme de baccalauréat en études internationales et langues modernes, concentration environnement de l'Université Laval. Elle est également titulaire d'une maîtrise professionnelle en aménagement du territoire et développement régional et d'un doctorat dans la même discipline, sous le thème Stratégie pour faciliter l'intégration de l'eau souterraine dans la prise de décision en aménagement du territoire. Elle a par la suite réalisé un stage postdoctoral au MIT. Donc, mesdames, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Je vais commencer par partager mon écran. Euh, OK. Donc, est-ce que vous voyez l'écran présentement? Oui. OK, parfait. Puis je suis désolée pour le carré gris ou le rectangle gris qui va se trouver en plein milieu. J'ai trouvé aucun moyen, après avoir googlé ça longtemps, que ça disparaisse. Donc voilà. Mais ça ne devrait pas trop cacher. Donc, comment ça va se dérouler aujourd'hui? On va vous présenter un webinaire en trois parties. La première partie, je vais vous parler des concepts généraux en lien avec les eaux souterraines et leur relation avec les inondations. Et je vais aussi en profiter pour vous parler en fait, faire une présentation générale de notre projet financé par le risque et Ouranos sur cette thématique-là. La deuxième partie va servir à présenter les résultats du volet sciences naturelles de ce projet-là, alors que la troisième partie, qui va être donnée par Roxane Lavoie, va vous présenter les résultats du volet sciences sociales. Donc, si on commence avec les concepts généraux, parce que j'imagine que ce n'est pas tout le monde qui est ici aujourd'hui qui est familier avec les eaux souterraines, l'eau potable et les interactions avec les inondations. Donc, pour commencer, notre eau potable, d'où est-ce qu'elle vient? Au Québec, l'eau potable peut provenir soit des eaux de surface, ça représente environ 10 du territoire, mais 80 de la population. Ou encore, ça peut provenir des eaux souterraines, et là, on parle de plutôt 90 du territoire, mais 20 de la population. Donc, on comprendra que dans les grandes villes, l'approvisionnement est principalement en eau de surface, alors que dans les campagnes, les milieux ruraux, c'est plutôt par les eaux souterraines. La quantité d'eau souterraine serait estimée à environ 10 fois supérieure à la quantité d'eau dans les lacs et les rivières, mais elle est aussi généralement de meilleure qualité puisqu'elle est filtrée naturellement par la matrice géologique, mais elle est moins bien connue, évidemment, parce qu'on ne peut pas la voir, puis elle est un peu plus difficile à aller chercher que l'eau de surface.
Donc, comme on disait, 20 de la population du Québec est approvisionnée par les eaux souterraines. Et sur ce 20 %-là, il y en a environ la moitié qui est desservie par un réseau municipal et l'autre moitié qui est desservie par des puits privés. Donc, ça veut dire qu'au Québec, il y a environ 1 million de personnes qui dépendent d'un puits privé pour leur approvisionnement en eau. Le gouvernement du Québec recommande aux propriétaires de puits de faire tester la qualité de leur eau 2 fois par année pour la microbiologie et une fois dans la durée d'utilisation du puits pour les paramètres chimiques de qualité chimique générale. Donc, la responsabilité de faire tester la qualité de l'eau revient aux propriétaires, mais cette recommandation, elle est très, très, très souvent négligée par la très grande majorité des propriétaires de puits. Maintenant, les eaux souterraines qu'on puise avec un puits, à quoi ça ressemble? Bon, déjà, ce ne sont pas des rivières souterraines, hein. On a déjà vu ça, ça existe, des rivières souterraines comme ces magnifiques cénotés, probablement au Mexique, celui-ci. Mais dans le cas du Québec, c'est vraiment plutôt l'eau qui se trouve entre les grains du sol. On parle alors d'un aquifère granulaire ou encore, ben, comme on voit ici, là, entre les grains, ou encore dans les fractures de la roche. Et là, on parle d'un aquifère de roc fracturé. Donc, la deuxième image en bas, c'est vraiment du roc très fracturé. Euh, et puis, c'est quoi un aquifère? En fait, c'est une unité géologique perméable et saturée en eau qui peut transmettre une quantité significative d'eau. Geneviève, je t'arrête juste un petit instant. Dans ton écran, est-ce que tu peux approuver cette réunion est enregistrée? Je pense qu'on a un Ouais, c'est ça. Puis sinon, je rappelle aux autres qui sont arrivés peut-être par après. Il y a une petite barre grise dans son écran, mais c'est un problème de Zoom, c'est pas un problème du PowerPoint ou de quelque chose en tout cas, quelque chose comme ça. Je suis désolée, je te laisse continuer. C'est bon, parfait. Donc, c'est ça. Fait que là, on a vu ce qu'est un aquifère. Donc, les rivières souterraines, ça existe dans des zones karstiques, mais il y en a très peu au Québec. On parle vraiment de l'eau qui circule à travers une matrice géologique poreuse. Maintenant, les différents types de puits qui peuvent aller chercher cette eau-là, on a trois types principaux qu'on voit ici à l'écran. Donc, le premier, le plus commun, c'est un puits dans le roc qu'on appelle souvent là, puits artésien. On va entendre ça souvent, c'est pas le terme technique approprié. En fait, ça désigne autre chose, mais dans le langage populaire, quand on parle de puits artésien, on parle d'un puits au roc. C'est celui qui est l'image du milieu, là, dans l'image avec le haut vert. On a aussi ce qu'on appelle communément des pointes. Donc, ça, c'est enfoncé dans les sédiments, en fait, et non pas jusque dans le roc. Et finalement, on a des puits de surface dans les sédiments qui seraient l'image de droite. C'est des gros, vraiment des gros cylindres de béton là, qui font plus d'1 mètre de diamètre puis qui sont enfoncés dans les sédiments puis qui vont chercher l'eau dans les sédiments. Donc, c'est quoi le lien avec les inondations dans tout ça? On a une image ici de comment s'écoulent les eaux souterraines quand tout va bien, il fait beau, la rivière n'est pas en crue. Donc, l'eau souterraine va s'écouler des zones d'infiltration qui sont situées surtout dans les hauts topographiques et elle va s'écouler par gravité vers les zones d'exutoire qui sont situées dans les creux, plutôt dans les vallées. Et donc, comme on voit ici, on a un peu comme une coupe d'un bassin versant. On a la partie de gauche où l'eau va s'écouler vers la rivière, mais il y a aussi une autre moitié qu'on ne voit pas qui est à droite où les eaux de ce côté-là s'écoulent aussi vers la rivière. Donc là, ça se rencontre au niveau de la rivière et là, ça ressort, ça remonte à travers le lit de la rivière, puis ça vient alimenter la rivière. Donc, en temps normal, dans les climats tempérés comme au Québec, quand il n'y a pas de surpompage des aquifères, ce sont, comme sur l'illustration, les eaux souterraines qui vont s'écouler et qui vont alimenter la rivière. L'inverse peut arriver si jamais on avait un surpompage dans des zones arides, par exemple, où là, il manque d'eau dans les nappes phréatiques finalement, puis la rivière va, elle, plutôt alimenter les eaux souterraines. Mais au Québec, c'est vraiment généralement les eaux souterraines qui alimentent la rivière. Et donc, nécessairement, ça veut dire que le niveau d'eau dans les eaux souterraines est plus haut que le niveau de la rivière, puisque l'écoulement se fait par gravité vers la rivière. Maintenant, qu'est-ce qui se passe quand on a des fortes précipitations? La rivière monte, elle devient en crue, elle peut sortir de son lit. Mais là, on voit qu'on a une hausse subite du niveau d'eau qui vient perturber les patrons d'écoulement des eaux souterraines. Et donc, dans les puits qui sont à proximité, on va observer une hausse du niveau d'eau qui peut être due à trois phénomènes possibles. Donc, le premier phénomène, ça va être une onde verticale de pression qui est due juste au fait que la rivière a monté, donc elle crée comme une barrière hydraulique. L'eau ne peut plus s'écouler par là parce que c'est ça, il y a comme un mur d'eau finalement. Deuxième phénomène, ça va être une infiltration latérale. Si l'eau monte tellement qu'elle devient plus élevée, dans le fond, dans la rivière que dans les eaux souterraines à côté, et là, on va avoir par gravité une inversion du sens d'écoulement.
Et le troisième phénomène, c'est que là, si le sol est submergé d'eau, là où il y a le puits, bien là, il peut y avoir une infiltration verticale le long des parois du puits. Donc, c'est ça, c'est trois phénomènes différents qui peuvent expliquer la montée du niveau d'eau dans le puits. Maintenant, quels sont les risques pour la santé associés à ça? Bien, évidemment, quand on parle des inondations, on pense tout de suite aux dégâts matériels, aux impacts psychologiques des gens qui sont affectés par les inondations. Mais en plus de ça, c'est possible que les inondations posent un risque pour la santé à travers la consommation d'eau contaminée. Et ça va être vrai dans les régions ou les résidences où trois critères se rencontrent. Donc, premier critère, la résidence est alimentée par un puits privé et est située près d'un cours d'eau, évidemment. Deuxième critère, le cours d'eau est soit déjà contaminé à la base ou encore, il existe des contaminants qui sont présents à la surface du sol et qui peuvent être renversés puis solubilisés lorsque le cours d'eau sort de son lit. Et troisième critère, c'est que il faut que l'eau finalement de surface s'infiltre dans le puits assez rapidement sans être filtrée adéquatement par la matrice géologique. Donc, quand on a ces trois critères-là, on est à risque d'avoir une contamination dans les puits et cette eau-là peut être consommée par les résidents sans être nécessairement traitée adéquatement pour en retirer les contaminants. Mais on se dit, est-ce qu'on n'a pas justement des normes strictes entourant le forage des puits d'approvisionnement en eau au Québec? Oui, effectivement, mais il y a quand même plusieurs facteurs physiques humains qui peuvent augmenter localement le risque de consommation, de contamination de l'eau, en fait, et de consommation de cette eau-là. On a des vieux puits, tu sais, aujourd'hui, les normes sont strictes, mais on a des puits qui datent de 40, 50, 60 ans, qui ont été faits quand il y avait des normes différentes. Ensuite, c'est ça, le puits peut être mal scellé en surface, donc il y aurait une infiltration. Et dans tous les cas, même avec les puits qui sont bien construits, l'eau peut s'infiltrer sous la surface du sol via les nappes phréatiques, parce que c'est à ça que ça sert un puits finalement. Puis les propriétaires de puits ont généralement très peu de connaissances entourant leurs puits, les notions de contamination d'eau souterraine. Et donc, il nous apparaissait nécessaire de développer une méthodologie pour quantifier spatialement les risques de contamination et de consommation de cette eau-là. Ce qui nous amène à notre projet financé par le risque et Ouranos. L'équipe du projet, en fait, c'était un projet qui était l'idée par moi-même et Roxane pour les volets sciences naturelles et sciences sociales. On avait aussi Karem Chokmani, professeur à l'INRS, qui s'occupait plutôt des données spatiales. On avait deux étudiantes à la maîtrise qui ont fait leur projet sur ce projet-là. On a eu trois stagiaires. Il y a Erwan Gloaguin aussi, prof à l'INRS, qui s'occupait de la programmation pour traiter les données de niveau d'eau. Et on a les gens de chez Géosapiens qui sont notre partenaire privé dans le projet et qui, eux, ont fait la modélisation des polygones d'inondation pour notre site d'étude. Maintenant, les hypothèses du projet, en fait, sont les suivantes. Comme je disais tout à l'heure, c'est que, première hypothèse, les puits riverains sont à risque d'intrusion soit latérale ou verticale d'eau de rivière pendant les inondations. Deuxièmement, cette eau de rivière peut entraîner divers contaminants dans les puits. Et troisièmement, les résidents ne mettent pas toujours en place les recommandations du ministère de l'Environnement pour la consommation d'eau de leurs puits et ça peut engendrer des risques pour leur santé. Ces hypothèses-là nous amènent à des objectifs ou plutôt des questions de recherche. Donc, la première question ici, c'est les puits riverains ont-ils été contaminés pendant les inondations? Deuxième question, si oui, pendant combien de temps et jusqu'à quelle distance de la rivière? Troisième question, quels seraient les meilleurs traceurs pour justement détecter une intrusion d'eau de surface versus une simple augmentation du niveau d'eau dans le puits qui serait due au phénomène de barrière hydraulique? Et finalement, est-ce que les résidents sont au courant des risques? Est-ce qu'ils adaptent leurs pratiques de consommation en conséquence? Donc, le site d'études qu'on a choisi est à Stoneham et Tewkesbury. On retrouve la rivière des Hurons, qui est une rivière qui est connue pour sortir de son lit assez fréquemment. Donc, on a eu trois inondations pendant le projet, dont une spécifiquement à Noël. On a eu une quatrième qui n'était pas officiellement considérée comme une inondation, mais la rivière a sorti à certains endroits. Donc, le long de la rivière des Hurons, on a choisi un tronçon d'environ 1 kilomètre. Puis, le long de ce kilomètre-là, il y a des puits d'âge variés, dont la profondeur varie entre 30 et 60 mètres. On a échantillonné la rivière à, en fait, deux sites d'eau de surface de la rivière, plus un fossé de drainage qui se jette dans la rivière, puis 13 puits privés, dont 5 ont été inondés pendant le projet, 3 non inondés, mais près de la rivière, et 5 qui sont situés vraiment plus en amont, qui étaient un peu plus notre background. Puis, on a fait 15 campagnes d'échantillonnage à travers le projet. Puis là, c'est ça, on a les deux photos à droite, on a un chemin ici sur lequel on échantillonne, la photo de gauche, puis la photo de droite, ça semble être la rivière, mais non, en fait, c'est un petit chemin connexe qui est, en fait, c'est la rue, puis c'était pendant l'inondation de juillet 2023.
Donc, les échantillonnages qu'on a fait donc, pour les activités là, du projet en sciences naturelles, on a en fait, on a le tronçon de rivière ici avec les points rouges qui sont nos points d'échantillonnage d'eau souterraine, donc les puits, et les points verts qui sont les points d'échantillonnage d'eau de surface. On a échantillonné avant les inondations, donc en conditions là, de base. Ensuite, pendant les inondations, de façon plus rapprochée, puis après les inondations, encore plus rapprochées, mais en allant en s'espaçant. Puis ce qu'on voit ici, c'est, bon, en X, on a les dates, puis en Y, on a le débit de la rivière. Puis la rivière, elle est considérée comme sortant de son lit à partir d'un débit de 50 mètres cubes par seconde, donc qui est représenté par la ligne rouge horizontale. Et donc, on voit le débit, là, qui est la courbe bleue, qui a excédé 3 fois pendant le projet. En fait, ça veut dire que la rivière est sortie de son lit au moins 3 fois. Et puis, les points rouges, c'est les dates auxquelles on a échantillonné. Donc, on a eu des échantillons pendant la première inondation en mai, deuxième en juillet. En décembre, c'était à Noël, on a laissé faire. Puis la ligne se poursuit, là, il me manque un petit peu de données par après. Puis donc, on a échantillonné l'eau souterraine, mais on a aussi installé des capteurs de pression dans les puits pour mesurer les niveaux d'eau. Les traceurs qu'on a ciblés justement en échantillonnant les eaux, on a ciblé des contaminants comme des bactéries, notamment les coliformes totaux, les E. coli, d'autres paramètres chimiques qui ont des normes pour la qualité de l'eau potable, pour que l'eau soit considérée potable, donc par exemple le nitrate, l'arsenic, le manganèse. Ensuite, on a ciblé d'autres traceurs qui sont pas nécessairement des contaminants parce qu'ils n'ont pas de normes dans l'eau potable, mais qui peuvent nous aider, donc les plusieurs cations et anions, le carbone inorganique et organique dissous. Et finalement, d'autres indicateurs généraux d'interaction haute surface eau souterraine, comme le radon, les isotopes stables de l'eau que je vais présenter. Maintenant, on est déjà à la partie 2, donc le résultat du volet sciences naturelles de ce projet-là, donc le volet qui regarde est-ce que les puits sont contaminés. Parce qu'après ça, la partie 3, le volet sciences sociales, ça va être est-ce que les gens sont au courant des risques, est-ce qu'ils adaptent leurs pratiques. Donc, pour les sciences naturelles, la première des choses, c'est les polygones d'inondation, finalement. On a eu, comme je disais, 3 inondations et demie, disons. La première, au mois de mai 2023, on avait un débit maximal de la rivière de 72 mètres cubes par seconde. Puis là, ce que vous voyez en bleu, c'est la rivière. Et en rouge et en orange, c'est les zones qui sont inondées. Puis les petits points noirs, c'est nos puits où on échantillonnait. Ça, c'est au mois de mai. Ensuite, juillet et décembre, les débits se ressemblaient beaucoup. C'était 88 et 87 mètres cubes par seconde. Donc, on a encore les zones inondables ici. Et c'est ça, pendant en fait, ces 3 événements-là, on a eu 5 puits qui étaient en zone inondable sur notre total de 13. Et ensuite, on a eu comme une mini-inondation en avril 2024 avec un débit de presque 47 mètres cubes par seconde. Donc, on est sous la barre des 50, mais à certains endroits, la rivière sort quand même de son lit. Donc, on avait 3 puits qui étaient en zone inondable. Maintenant, ce qu'on va regarder, c'est comment les puits réagissent justement aux inondations, tu sais, leur niveau d'eau, comment il varie. Donc, ici, on voit des graphiques là, en X, c'est les dates, puis en Y, c'est l'élévation en mètres au-dessus du niveau de la mer. La courbe du bas, qui est en orange pâle, c'est la rivière. Ensuite, les 4 autres courbes dans le haut, c'est 4 puits. Donc, on a un puits en zone inondable, le STO 13, le STO 8 qui est non inondable, mais qui est près de la rivière, le STO 6 qui est non inondable, qui est aussi près de la rivière, puis le STO 1 qui est non inondable, qui est vraiment plus loin de la rivière. Donc, ce qu'on voit, c'est que pendant les inondations, les niveaux d'eau montent dans chaque puits de façon abrupte et coordonnée avec la rivière, donc pas vraiment de délai. On voit ici, là, décembre 2023, la première inondation, puis avril 2024. Donc, on voit qu'on a un pic là, dans les puits de niveau d'eau. Donc là, on se demande est-ce que c'est qu'il y a une intrusion d'eau de surface dans ces puits-là ou c'est simplement une hausse de la nappe à cause de la barrière hydraulique. Puis si on regarde ça, c'était pour la montée du pic, mais si on regarde la descente du pic, là, on a différents cas de figure. Là. Ça peut être un pic évasé, donc le niveau d'eau redescend plus tranquillement, comme dans STO 1 en rouge, STO 6 en bleu, STO 8 en orange, qui sont des puits non inondables, ou encore un pic très étroit. Donc, l'eau s'est retirée très rapidement dans STO 13 en vert, qui est notre puits inondable. STO 13, justement, c'est lui qui a le pic le plus étroit, mais aussi le plus élevé, ce qui veut dire que la pression a monté le plus, donc le plus d'eau, en fait, qui s'est rajouté. Est-ce que c'est une intrusion d'eau de surface dans ce puits-là qui est très inondable, il est vraiment à côté de la rivière, ou si, encore là, c'est juste un phénomène de pression? Donc, c'est ça, en fait, c'est notre question après avoir vu les données des loggeurs dans les puits, c'est est-ce que c'est dû à l'eau de surface ou simplement le phénomène de barrière hydraulique? Donc, pour répondre à ça, on avait besoin d'aller regarder un traceur qui est un traceur naturel justement de l'interaction eau de surface, eau de rivière, qui est les isotopes stables de la molécule d'eau. Si vous ne savez pas c'est quoi des isotopes, ce n'est pas très grave. On voit ici, dans le fond, on a 3 graphiques pour 3 puits différents.
Ce qu'on voit, c'est les petites barres dans le haut, en orange ou en gris, c'est les précipitations. Donc, en orange, c'est de la pluie, puis en gris, c'est de la neige. Donc, plus les barres sont grandes, plus il y avait des précipitations fortes à ce moment-là. Ensuite, la ligne pointillée noire, c'est les valeurs isotopiques dans l'eau des précipitations. Donc, ça, ces valeurs isotopiques-là, dans les précipitations, elles varient pendant l'année. Elles sont plus élevées en été, plus faibles en hiver, puis intermédiaires printemps, automne. Et alors que dans les eaux souterraines, généralement, les valeurs isotopiques sont très stables toute l'année. Donc, la valeur isotopique dans l'eau souterraine, c'est notre courbe qui est en rouge foncé. Puis celle qui est en vert pointillé, c'est la rivière. Donc, dans la rivière, ça va varier, mais moins que dans les précipitations, parce que notre rivière, c'est une combinaison d'eau de précipitations puis d'eau souterraine. Donc, c'est un peu intermédiaire entre les deux. Donc, là, ce qu'on peut observer sur ces graphiques-là, c'est que dans le puits Sto 1, qui est en haut, qui est non inondable, il est vraiment loin de la rivière, l'eau de la rivière ne peut pas se rendre là, on a un pic, si on regarde la courbe rouge, là, qui est les valeurs isotopiques dans l'eau souterraine de ce puits-là. Donc, on a un pic qui est quand même d'amplitude élevée. Donc, c'est clair qu'il y a eu une intrusion directe d'eau de surface dans le puits, mais cette intrusion-là, elle doit venir nécessairement des fortes précipitations et non pas de l'eau de la rivière parce qu'elle ne peut vraiment pas se rendre là, l'eau de la rivière. Ensuite, si on regarde dans Sto 8, qui est un puits qui est non inondable, mais qui est quand même proche de la rivière, on voit là, dans la courbe rouge foncé qu'il y a un petit pic, là, une augmentation qui est perceptible des valeurs isotopiques, mais avec un certain décalage, hein, c'est moins coordonné là, avec le pic de la rivière que dans Sto 1, par exemple, donc il y a un décalage dans le temps. Donc, on se demande, est-ce que c'est une intrusion d'eau de la rivière via l'aquifère qui prend plus de temps que si elle arrivait direct en surface, ou est-ce que c'est les précipitations peut-être qui se sont rendues là? Et finalement, quand on regarde Sto 13, qui est notre puits le plus inondable, puis pour lequel on avait un gros pic là, de hausse du niveau d'eau dans le puits, bien, il y a une très faible variation isotopique qui se trouve à être à l'intérieur de la marge d'erreur. Donc, on n'a vraiment pas d'évidence d'intrusion d'eau de la rivière ou même des précipitations dans ce puits-là qui est super inondable. Et là, ça nous indique qu'en fait, les isotopes stables de la molécule d'eau sont un très bon traceur d'intrusion d'eau de surface dans les puits, pour autant qu'on soit au bon moment de l'année. Parce que là, ça a tombé quand, en fait, les inondations qu'on voit là, c'est à un moment où la valeur isotopique des précipitations était élevée. Si vous regardez la courbe, le truc en escalier, le pointillé noir. Mais si c'était arrivé quelques semaines ou mois auparavant, puis que la valeur dans les précipitations était la même que dans les eaux souterraines puis la rivière, ben même si on avait eu une intrusion de précipitation ou d'eau de rivière, on n'aurait pas pu le voir à partir des isotopes. Donc, ça dépend vraiment du moment de l'année. Et donc, on est allé voir, est-ce qu'on n'aurait pas d'autres traceurs aussi qu'on pourrait utiliser qui pourraient nous être utiles toute l'année? Et là, ici, on a des boîtes à moustaches de différents paramètres qu'on a analysés, aluminium, barium, calcium. Puis, ce qu'on veut, si on veut pouvoir détecter l'arrivée d'eau de rivière dans un puits, bien, il faut idéalement trouver un traceur qui a des valeurs toujours constantes dans les puits, puis qui sont différentes des valeurs de la rivière, évidemment. Puis là, on peut avoir deux cas de figure. Donc, soit ici, le premier graphique là, à gauche, c'est un traceur qu'on choisirait qui a des faibles valeurs, des faibles concentrations dans les précipitations, parce qu'il n'y a pas grand-chose dans les précipitations de toute façon, qui a des valeurs élevées dans la rivière, puis qui aurait des valeurs normalement faibles dans l'eau souterraine. Et donc là, si on avait une intrusion d'eau de rivière, bien là, à ce moment-là, la valeur dans l'eau souterraine monterait, c'est pour s'approcher de la valeur dans la rivière. Ou à l'inverse, si on a un traceur qui a des concentrations faibles dans les précipitations, faibles dans la rivière, mais élevées dans les eaux souterraines, si on avait une intrusion d'eau de rivière dans le puits, on aurait une baisse de cette concentration-là de traceur dans notre puits, mais cette baisse-là pourrait être attribuée à l'intrusion d'eau de rivière ou de précipitation. On ne pourrait pas distinguer les deux. Donc, on essaie de trouver un cas de figure qui est comme le graphique du haut, où là, ça va permettre de distinguer rivière ou versus précipitation. Et donc, dans le cas de nos petites boîtes à moustaches, on a l'aluminium qui remplit ces critères-là. Les concentrations sont faibles dans l'aquifère puis sont plus élevées dans la rivière. Et donc, si on regarde l'aluminium, justement, puis là, donc c'est ça, je rappelle que c'était faible dans les puits, faible dans les précipitations, élevé dans la rivière. Et là, si on fait un graphique à travers le temps, dans chacun des puits, des concentrations d'aluminium, mais pas juste la concentration, on fait le ratio de concentration dans les eaux souterraines ou dans le puits sur la concentration dans la rivière. Donc, ça veut dire que notre ratio devrait se rapprocher de 1 si on a une intrusion de rivière, parce qu'on va se rapprocher de la valeur dans la rivière. Donc, ça nous donne un graphique comme ça qui est un beau fouillis, mais ce qu'on peut y voir, c'est que ici, là où la flèche rouge, quand il y a eu une inondation, ben, le ratio s'en allait pas du tout vers 1. En fait, il aurait dû monter s'il y avait eu une intrusion d'eau de rivière. Ça faisait l'inverse. Donc, c'est ça. Fait que, dans le fond, ouais, voilà ce que je disais. Puis, en fait, ce qu'on voit, c'est que lors de l'inondation, au lieu d'augmenter, le ratio il diminue dans tous les puits, ce qui veut dire
qu'il n'y a pas eu d'intrusion d'eau de rivière dans notre puits Sto 13, par exemple, qui était très inondable, ou dans aucun autre puits qui était inondable. Donc là, ça semble dire qu'on est en sécurité, ça va bien, il n'y a pas eu d'intrusion d'eau de rivière dans les puits, mais on a vu qu'il y avait quand même d'intrusion d'eau de surface à partir des précipitations dans d'autres puits. Puis là, c'est là que ça nous amène à regarder d'autres contaminants comme les bactéries. Puis ici, je vais vous présenter E. coli, qui est une bactérie dont certaines souches sont pathogènes, peut causer des gastro, des infections urinaires, dans certains cas, des maladies plus graves. Et on a ici encore des boîtes à moustaches. Donc, ici, au lieu d'avoir les dates en X, c'est le nombre de jours à partir des inondations. Donc, on a eu 3 inondations, fait qu'on peut les superposer sur le graphique. Donc, le jour 0, c'est l'inondation qui est en cours, puis après ça, on compte les jours subséquents. Et donc, en vert, on a l'eau souterraine, donc l'eau dans les puits, puis en rose, on a l'eau de surface de la rivière. Donc, ce qu'on voit en premier lieu, c'est que en fait, il y a beaucoup plus de E. coli dans les eaux de surface que dans les eaux souterraines, puis ça, c'est normal. Pour les eaux souterraines, pour l'eau potable, en fait, la norme pour les E. coli, c'est 0. Donc, il ne faut pas en avoir du tout. Donc, on voit la petite ligne rouge là, à la base du graphique. Donc, c'est ça, beaucoup plus élevé dans la rivière que dans les puits. Dépasse la norme pour l'eau potable dans plusieurs puits à l'intérieur de 7 à 14 jours principalement, hein, comme on voit ici au-dessus de la ligne. Mais ce qui est vraiment intéressant, c'est que les concentrations, finalement, sont plus élevées dans les puits non inondables. Parce que là, j'ai dit vert, c'est les puits, mais en fait, si vous regardez la légende, vert foncé, c'est les puits non inondables, vert pâle, c'est les puits inondables. Il n'y a pas l'air d'avoir beaucoup de points pour vert pâle, mais c'est parce qu'en fait, on voit juste les outliers, là, les petits points ronds en haut, mais les boîtes à moustaches elles-mêmes sont à 0 parce qu'il n'y en avait pas pratiquement dans les puits inondables. Donc, les puits non inondables, plus loin de la rivière, ont été plus contaminés en E. coli. Donc, les résultats de microbio supportent les autres résultats qu'on a présentés à date en suggérant qu'il y a davantage d'infiltration d'eau de surface, mais qui vient vraiment des fortes précipitations dans les puits qui sont plus éloignés de la rivière, alors qu'on n'observe pas vraiment d'intrusion d'eau de rivière dans les puits qui sont à côté de la rivière. Et puis, si on regarde sur des cartes, justement, ça, c'est une carte avec la rivière, nos points d'échantillonnage. Puis, on a en vert des petites bébites qui représentent les E. coli. Plus sont grosses, plus il y en avait une grande concentration. Donc, pendant l'inondation, on voit qu'il y a des E. coli, mais vraiment pas proche de la rivière. Après 3 jours, ça s'est propagé un peu partout. Après 7 jours, ça commence à revenir à la normale. Ça, il y en reste principalement juste plus loin de la rivière. Et après 14 jours, en fait, c'est presque tout revenu à la normale. Et donc, les conclusions pour cette partie-là, là, sciences naturelles sur la contamination des puits, bien, si on veut répondre à nos questions de départ qu'on avait, la question 1, les puits riverains sont-ils contaminés par la rivière en période d'inondation? Bien, en fait, tous les puits qu'on a échantillonnés, sauf un, en fait, qui n'a jamais été contaminé, mais les puits qui soient inondables ou non, ont été contaminés pendant les périodes de fortes pluies et inondations. Évidemment, ça va ensemble, c'est un peu en même temps. La rivière des Hurons, par contre, c'est une rivière qui est peu contaminée. Donc, oui, il y avait des bactéries, mais outre ça, il n'y a pas vraiment de nitrates ou d'autres. C'est vraiment un milieu principalement forestier. Donc, ça ne facilite pas la détection d'intrusion d'eau de surface dans les puits parce que l'eau a vraiment une composition plus naturelle. Et donc, notre deuxième question, c'était si les puits riverains ont été contaminés, bien, pendant combien de temps? On répond à ça 7 à 14 jours selon nos données, pas juste sur le bord de la rivière, mais tous les puits confondus. Et troisième question, mais jusqu'à quelle distance de la rivière est-ce qu'on a vu une contamination? On ne peut pas répondre à cette question-là parce que l'intrusion d'eau de surface était particulièrement visible dans les puits qui se trouvaient à être loin de la rivière. Et ce n'est pas totalement illogique parce que les puits qui sont loin de la rivière, c'est vraiment une zone de recharge des eaux souterraines, donc il y a plus d'infiltration, alors que près de la rivière, on a un écoulement qui commence à être plutôt ascendant pour ressortir dans le lit de la rivière. Donc, c'est quelque chose qui protège potentiellement, en fait, ces puits-là, finalement. Mais dans le cas comme la rivière des Hurons, qui n'était pas très contaminée, en fait, c'est vraiment une bonne chose pour eux. Mais c'est sûr que là, je ne voudrais pas dire non plus que les puits sont complètement protégés, c'est-à-dire que s'il y avait un déversement d'un contaminant vraiment mauvais pour la santé dans la rivière, ben là, il ne serait pas nécessairement complètement protégé parce que juste une petite intrusion pourrait avoir des conséquences graves. Voilà. Et puis, ben voilà, ça m'amène à la partie 3 qui va être présentée par Roxane. Merci Geneviève, merci pour ta présentation. Même si je la connais, c'est toujours intéressant de l'entendre. Euh, Aujourd'hui, en fait, bon, c'est moi qui est responsable du volet 3 puis qui l'a dirigé.
Mais Chloé Roy-Michel, qui a travaillé sur le projet en faisant son essai de maîtrise sur le sujet, le présente tellement bien que je vais vous laisser l'écouter. C'est enregistré là, pour sa vidéo, puis c'est ça, je vous laisse l'écouter, mais on est là, puis ça va faire plaisir de répondre à toutes les questions. Donc, à toi, Chloé, On n'a pas je ton vais vous partage partager. encore, ouais. Oui, oui, non, c'est ça, j'étais en train de vérifier comment partager comme il faut, là. Partager la vidéo. C'est bon, vous voyez mon écran? Oui, je le vois. Bonjour à tous. Aujourd'hui, Je suis pas sûre que vous entendez le son. Oui, j'entendais. OK, parfait. Donc, maintenant, je laisse la parole à Chloé. Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous présente mon essai projet qui se nomme Contamination des sources d'eau potable en période d'inondation, représentation et habitudes, qui a été dirigé par Roxane Lavoie. Ce projet a été réalisé en collaboration avec l'INRS et a été financé par le Réseau Inondation intersectoriel du Québec et Ouranos. Donc, nous allons débuter avec la problématique. Premièrement, les inondations représentent de loin le risque naturel le plus fréquent au Québec, puisque 80% des municipalités riveraines peuvent être touchées par ce type d'aléas. Généralement, les médias ont tendance à exposer les dommages physiques lors d'une inondation, comme c'est le cas sur cette photo. Cependant, peu d'attention est mise sur la santé des ménages inondés. En effet, plusieurs études ont démontré une corrélation entre la fréquence et la durée des inondations et la contamination bactériologique et chimique des puits privés. Comme le démontre la deuxième image, durant une inondation, la rivière sort de son lit et peut entrer en contact avec des contaminants d'origine naturelle ou anthropique, comme des fosses septiques hors normes ou des produits chimiques. L'infiltration de cette eau potentiellement contaminée vers les puits individuels peut entraîner la dégradation de la qualité de l'eau potable et peut causer des risques pour les ménages concernés. Selon la loi sur la qualité de l'environnement, les systèmes qui alimentent 20 personnes ou moins ne sont pas dans l'obligation de faire tester leur eau. Cependant, les propriétaires de puits ont la responsabilité de fournir une eau potable à leur famille et à leurs visiteurs. Selon les recommandations du ministère de l'Environnement, il est recommandé de réaliser 2 tests bactériologiques et un test physico-chimique annuellement et lors de changements organoleptiques. Petite précision, organoleptique fait référence à ce qui affecte les sens, comme le goût ou l'aspect visuel, par exemple. Le ministère de l'Environnement précise aussi qu'il a le devoir, avec les municipalités, d'informer les propriétaires au sujet de leurs responsabilités en lien avec la qualité de l'eau de leurs puits. Cependant, les recherches démontrent qu'une minorité d'individus appliquent ces recommandations. Selon une étude ontarienne, seulement 8% des répondants effectuent des tests environ une fois par année. Des résultats semblables ont été observés en Irlande avec 10% des propriétaires. Il est important de souligner qu'un test a pour but de vérifier ou de connaître la qualité de l'eau, tandis que les traitements ont pour but d'augmenter ou de préserver la qualité de l'eau et sont effectués selon les résultats des tests. Donc, ça nous amène à l'objectif et aux questions de recherche. L'objectif de cet essai est de fournir des recommandations pour favoriser la mise en place d'habitudes sécuritaires chez les propriétaires de puits individuels. La réalisation de l'objectif principal est guidée par 4 questions, soit quelles sont les habitudes des propriétaires de puits lors d'une période d'inondation et en quoi affectent-elles leur vulnérabilité? Quelles sont les représentations des propriétaires de puits concernant la qualité de l'eau et des inondations et en quoi affectent-elles leur vulnérabilité? Pourquoi y a-t-il autant de propriétaires de puits qui n'entretiennent pas leur captage d'eau adéquatement? Comment bien outiller les propriétaires de puits en zone inondable afin de diminuer le risque de consommation d'une eau contaminée? Avant de continuer, je crois qu'il est pertinent de définir le terme représentation. Selon la chercheuse Joff, il englobe le savoir, l'imaginaire, les connaissances et le sens que donne un individu à un objet physique ou abstrait. Ce projet a été réalisé en collaboration avec l'INRS à travers l'équipe de Geneviève Bordelot.
Dans un premier volet, tourné davantage vers les sciences naturelles, l'équipe de l'INRS a récolté l'eau des puits de 13 participants dans le but de savoir si les inondations entraînaient la contamination de l'eau des puits ou non. Le deuxième volet, qui représente 7 essais, se concentre sur ce qui entoure la consommation de cette eau. Donc, la méthodologie de cette recherche a été davantage tournée vers les sciences sociales. Nous continuons avec la mise en contexte géographique. Afin de réaliser ce projet, la municipalité de Stoneham et Tewkesbury, que je nommerai simplement Stoneham pour le reste de la présentation, a été sélectionnée comme territoire à l'étude. Cette zone a été ciblée puisqu'elle inclut un nombre intéressant de résidences en zone inondable qui inclut un puits individuel et que la mobilisation des propriétaires était au rendez-vous. La municipalité de Stoneham est identifiée sur cette carte en mauve. Elle est limitrophe au nord de l'agglomération de la ville de Québec et elle est incluse dans la MRC de la Jacques-Cartier. Comme mentionné plus tôt, l'usage ou l'occupation du sol peut entraîner certains types de contaminants. Dans le cas de Stoneham, 93% du territoire se trouve sous un couvert forestier. L'agriculture est très peu présente et le secteur de l'industrie lourde est secondaire. Le territoire est majoritairement composé de zones résidentielles. Je vais maintenant vous présenter la zone d'étude qui inclut seulement quelques rues. Ces dernières sont situées à proximité de la rivière Huron, entre le pont Crawford et le chemin de la colline que j'ai identifié à l'aide du rectangle rouge. Le quartier résidentiel est à proximité de l'autoroute 73 et d'une station-service qui inclut un McDonald's. Ce secteur n'est pas desservi par la municipalité. Pour la prochaine section, la méthodologie appliquée sera présentée. La méthodologie qui a été sélectionnée pour cette recherche est la réalisation de 7 entrevues semi-dirigées avec des propriétaires de puits et 3 entrevues semi-dirigées avec des acteurs du milieu, soit la municipalité de Stoneham, la MRC de la Jacques-Cartier et la Corporation du bassin de la Jacques-Cartier afin d'avoir leur point de vue. Au total, 10 entrevues ont été dirigées puisqu'une redondance a été observée. Donc, nous avons conclu que cet échantillon était convenable. Les propriétaires de puits participants ont d'abord participé au premier volet de cette recherche. Donc, l'équipe de l'INRS avait déjà prélevé l'eau de leur puits. Ensuite, les participants ont été contactés afin de participer au deuxième volet. Ceux qui ont accepté ont été rencontrés en présentiel ou en visioconférence. C'était à leur préférence. Le tableau de droite illustre les sections qui composaient le questionnaire. Puis, un codage thématique déductif a été favorisé pour analyser les entrevues. Dans cette démarche, la revue de littérature dirige les thématiques de codage afin de faciliter la comparaison avec la littérature déjà publiée. Cette partie de la recension des écrits ne sera pas discutée dans cette présentation à cause de la contrainte de temps. Mais je vous invite à consulter l'essai lorsqu'il sera publié si ça vous intéresse. La prochaine section porte sur les résultats. Les variables qui ont été les plus significatives seront approfondies, soit les connaissances, la perception des menaces et les comportements des propriétaires concernant leurs puits. Premièrement, les propriétaires exposent des connaissances limitées au sujet de la réglementation et des recommandations en lien avec les puits individuels. En effet, seulement 2 participants ont mentionné que les puits sont uniquement la responsabilité des propriétaires et aucun ne connaissait les recommandations du ministère de l'Environnement au sujet de la fréquence de réalisation des tests et sur les étapes à suivre en cas d'inondation. Pour ce qui est des connaissances sur la qualité de l'eau, elles se sont avérées également défaillantes. Avant le passage de l'INRS, seulement 1 participant semblait renseigner au sujet des risques en lien avec la contamination de l'eau des puits. Aussi, 5 participants sur 7 ont communiqué des croyances erronées. Par exemple, des participants ont affirmé que tous les contaminants sont perceptibles grâce au sens. Il est vrai que s'il y a des changements organoleptiques, le gouvernement recommande de tester l'eau. Mais la majorité des contaminants sont imperceptibles, ce qui augmente la vulnérabilité des propriétaires.
Bref, l'analyse des connaissances des propriétaires a permis d'observer qu'ils ne détiennent pas les connaissances suffisantes pour entretenir leur puits de façon adéquate selon les normes gouvernementales. Pour ce qui est de la perception des menaces, il y a une dichotomie entre les participants qui ont vécu une contamination et les participants qui n'ont jamais vécu de contamination. D'un côté, ceux qui ont vécu un événement du genre ont appliqué des comportements correcteurs, comme l'application d'un traitement ou le nettoyage du puits. Ils ont également exprimé de l'inquiétude lors de l'entrevue. D'un autre côté, ceux qui n'ont pas eu de problème de contamination ont une faible perception des menaces potentielles. Par exemple, 2 propriétaires ont déclaré qu'ils ne se considéraient pas comme étant vulnérables et 2 propriétaires n'ont également pas lu le rapport sur la qualité de leur propre eau qui a été envoyé par l'équipe de l'INRS. En outre, quelques propriétaires semblent avoir l'idée reçue que l'eau contenue dans les aquifères est exceptionnellement pure en raison de l'aspect naturel du territoire. Il est vrai que peu de sources de contaminants sont présentes dans la zone d'étude. Cependant, les risques liés aux sources de contamination bactérienne sont bien présents et diminuer leur gravité peut augmenter la vulnérabilité des propriétaires de puits. Dans cette perspective, cette division de la perception des menaces porte à croire qu'il y a une défaillance au niveau du transfert d'informations. Selon les données recueillies, la perception des menaces s'est développée après une contamination, ce qui met à risque les ménages. De plus, considérant que la plupart des contaminants sont imperceptibles, plusieurs propriétaires ont potentiellement été contaminés sans même le savoir. Finalement, on passe au comportement que les propriétaires de puits adoptent en situation normale et lors d'inondations. Seulement pour clarifier, j'emploie le terme « situation normale » pour décrire une période sans inondation. Tout d'abord, tous les participants ont mentionné avoir réalisé un test lors de l'achat de leur propriété et lors de la construction du puits, ce qui est exigé par la municipalité. Avant le passage de l'INRS, une majorité de participants n'avaient pas effectué d'autres tests. Selon la date d'acquisition des propriétés, ces tests remontent à au moins 19 ans pour 4 propriétaires. Donc, nous sommes loin des recommandations gouvernementales qui, je le répète, recommandent 2 tests bactériologiques et un test physico-chimique annuel. Au sujet des systèmes de traitement, 4 propriétaires n'en utilisent pas et 2 possèdent des filtres UV. Ces filtres ont été installés après avoir vécu une problématique en lien avec la qualité de l'eau dans le passé. Lors d'une inondation, les comportements des participants demeurent sensiblement les mêmes. 6 propriétaires sur 7 ne changent pas leur habitude concernant la consommation de l'eau. Un participant fait bouillir l'eau puisqu'il a été avisé d'une contamination au coliforme. Toutefois, la période d'ébullition ne respecte pas les recommandations émises. Bref, le manque de connaissances sur les bonnes pratiques d'entretien des puits se répercute sur les comportements lors d'inondations. Il serait donc difficile de travailler uniquement sur l'application de comportements préventifs durant les inondations sans travailler sur l'apprentissage de connaissances de base. En somme, si on résume les faits saillants, les données ont permis d'observer que les propriétaires n'ont pas les connaissances suffisantes pour entretenir leurs puits selon les normes gouvernementales. Si les propriétaires n'ont pas subi de période de contamination, leur perception des menaces est faible et peu de propriétaires appliquent des comportements sécuritaires avec leurs puits en situation normale et lors d'inondations. Dans cette perspective, ces données communiquent l'importance de travailler en amont sur la sensibilisation aux enjeux liés à la contamination de l'eau. Puisqu'ils ne semblent pas savoir que leurs comportements ne sont pas sécuritaires, leur perception des menaces n'est pas alignée avec les risques réels, ce qui affecte leur comportement. Nous passons maintenant au contexte informatif. Donc, avec les résultats obtenus, nous avons décidé d'aller jeter un coup d'œil aux canaux d'information et au matériel informatif destiné aux propriétaires de puits. Pour cette recherche, un inventaire du matériel informatif a été réalisé. Le ministère de l'Environnement, le gouvernement du Québec et la municipalité de Stoneham partagent des informations sur le sujet sur leur site Internet.
De plus, il est possible de s'informer auprès de la municipalité par téléphone et au service d'urbanisme. La ville de Stoneham a également envoyé par la poste un document informatif aux propriétaires il y a 2 ans. C'est le document à droite en orange. Toutefois, comme je l'ai mentionné plus tôt, la faible perception des menaces et le peu de connaissance générale des propriétaires sur le sujet ne sont pas suffisants pour inciter les propriétaires à aller se renseigner d'eux-mêmes. Ce fait explique pourquoi le seul document qui a été consulté par quelques propriétaires est l'envoi postal de Stoneham. De plus, même s'il y a des sources disponibles, ça ne veut pas dire qu'elles sont accessibles. Les résultats d'une recherche en Nouvelle-Écosse démontrent que seulement 15% des participants ont caractérisé l'information gouvernementale au sujet des puits de bien ou de très bien. 76% ne connaissaient pas les recommandations provinciales au sujet de la fréquence des analyses chimiques. Et une recherche ontarienne a également démontré que 16% des propriétaires qui ont effectué des tests n'ont pas compris leurs résultats. Donc, nous passons finalement aux recommandations. Ainsi, ces données portent à croire que le transfert de connaissances et le matériel de communication devraient mieux intégrer les méthodes de marketing, comme la création de contenus adaptés à une clientèle cible et un transfert de connaissances où les propriétaires n'ont pas à chercher eux-mêmes l'information. Par exemple, plusieurs chercheurs ont démontré l'importance de l'utilisation simultanée de plusieurs canaux de communication, ce qui était peu mis en application au Québec. Par exemple, une couverture médiatique locale, régionale ou provinciale, des affiches dans les lieux publics et un rappel sur les documents annuels de taxes pourraient être des outils de communication pertinents. De plus, puisque la problématique observée à Stoneham a de fortes probabilités d'être généralisée à l'échelle du Québec rural, l'intervention de l'INSPQ comme informateur serait pertinente. Il pourrait également être intéressant d'allier des moments de forte communication lors de crues printanières à un service de transport d'échantillonnage. Ce service de navette à domicile a pour but d'augmenter l'accessibilité aux tests et de diminuer la charge mentale des propriétaires. Selon la recherche de Paul et collègues, réalisée dans une ville au New Hampshire, la combinaison de ces deux techniques a été un succès même après plusieurs années. De plus, il pourrait être intéressant de renforcer la sensibilisation lors de transactions immobilières. Selon les chercheurs, ces moments sont d'excellentes occasions pour renforcer le partage de connaissances, puisque les propriétaires intègrent déjà plusieurs nouvelles habitudes en lien avec leur nouvelle demeure. Il pourrait s'agir d'une collaboration avec les courtiers immobiliers et ou avec les inspecteurs pré-achat. Le rôle de ces inspecteurs est d'attirer l'attention des acheteurs sur les éléments qui pourraient être problématiques sur une nouvelle propriété. Donc, l'intégration d'informations sur les puits serait logique. Enfin, à l'âge du numérique, la complexité du transfert d'informations dépasse généralement les compétences des spécialistes en aménagement. Donc, il pourrait être pertinent de collaborer avec une firme spécialisée en marketing social afin de maximiser l'efficacité des actions déployées. Avant de terminer la présentation, je pense qu'il est important de mentionner les 2 billets qui sont selon moi les billets principaux dans cette recherche. Donc, le premier est le contact entre l'équipe de l'INRS et les propriétaires de puits avant la réalisation des entrevues. Il est probable que les discussions et la délivrance des résultats concernant les tests d'eau aient entraîné un changement de représentation des participants. Donc, il est envisageable que le niveau de connaissance des propriétaires interrogés soit plus élevé que les propriétaires moyens. Le deuxième biais concerne la petite taille et la concentration de l'échantillonnage. La concentration géographique des participants permet d'obtenir un portrait précis de la situation, mais il est difficile de généraliser les résultats à d'autres régions. Donc, il pourrait être pertinent de répliquer cette recherche dans une autre zone rurale au Québec afin de vérifier si les habitudes et les représentations des propriétaires sont semblables.
Finalement, la contamination des puits privés et la mise en place d'habitudes sécuritaires sont des problématiques complexes et interdépendantes qui incluent plusieurs variables et acteurs. Cette présentation soulève le besoin d'une sensibilisation en amont. Cependant, une deuxième phase devrait augmenter l'accessibilité aux tests et aux traitements d'eau afin d'influencer réellement l'application de comportements sécuritaires et préventifs chez les propriétaires de puits individuels. Donc, c'est ce qui conclut ma présentation. Merci de m'avoir écouté. Bon, merci, merci pour votre écoute. Merci, Chloé. Je vais juste corriger une petite information dans la présentation où est-ce qu'il est mentionné que on recommande de tester 2 fois dans une année là, les paramètres physico-chimiques des puits. En fait, c'est plutôt une fois dans la vie du puits. Mais sinon, le reste de la présentation était des bonnes informations. Donc, je pense, Catherine, on peut passer à la période de questions. Tout à fait. Ben, merci pour votre présentation, Geneviève et Roxane. C'était super intéressant. Ben, il y a premièrement quelqu'un qui demandait si on pouvait avoir la présentation, mais j'ai vu que Geneviève avait répondu que pour le moment, c'était pas disponible. Euh, donc, en tout cas, c'est Ça va ça. l'être éventuellement. C'est ça, c'est que mon étudiante, c'est encore des graphiques préliminaires, puis elle est en train de rédiger ses articles puis son mémoire. Donc, on attend que ça apparaisse avant de pouvoir distribuer publiquement un matériel graphique. Parfait. Merci. Et ensuite, il y a un autre commentaire sur le chat. Je vais le lire, mais sinon, j'invite les gens à juste lever la main ou prendre la parole ou écrire dans le chat. Mais c'est ça. Sinon, il y a quelqu'un ben, il y a Serge Garon. Je ne sais pas si vous voulez prendre la parole, sinon je peux lire pour vous le, le commentaire, là. OK, donc c'est ça, il dit que ça devrait être voyons, une présentation qui devrait être obligatoire pour tous, disponible sur la télé pour pouvoir permettre ben ça, c'est en tout cas pour aux propriétaires d'avoir plus d'informations. Euh, et c'est ça, on demande si est-ce qu'on peut suggérer une autre zone d'étude, par exemple une zone résidentielle près de la rivière des Outaouais et, et qui couvre plusieurs puits artésiens et de surface. Donc, Ça serait vraiment intéressant. Le projet qu'on a fait là, c'est une première étude. Au départ, on voulait avoir plus qu'une zone d'étude dans le même projet, mais là, on s'est rendu compte que la charge de travail était trop immense parce que les inondations ont tendance à arriver en même temps à différents endroits. Mais oui, on aimerait vraiment ça, faire un autre projet dans une autre région. Après, faut trouver la bonne région, puis il faut aussi trouver le bon moyen de financement parce que là, il y avait un appel à projet du risque et Ouranos, mais il faut qu'il y ait c'est ça, un financement, un mécanisme de financement adéquat, là, parce que ce projet-là a coûté grosso modo 200, je dirais même jusqu'à 225 000 mettons, sur 2 ans. Fait qu'il faut qu'on trouve un programme de financement qui peut couvrir quelque chose comme ça. Euh, parfait. J'ai une autre question en ligne. Quelles étaient les caractéristiques des puits échantillonnés dans cette étude? Donc, l'âge, état général, couvercle hermétique ou non, puits scellé ou non, etc. Oui, très bonne question. Puis c'est ça, bon, l'âge était très variable. Il y avait des puits récents des quelques dernières années, disons 10 dernières années, comme il y avait des puits qui dataient de 30 ans. C'est très difficile d'avoir de l'information. On a le système d'information hydrogéologique au Québec qui répertorie les puits, mais il est très, très, très incomplet. Il comporte beaucoup d'erreurs. Donc, c'est vraiment difficile de retrouver des informations sur les puits. Ensuite, pour ce qui est, bon, la profondeur, c'était tous des puits au roc, ouverts au roc, dans le fond, sur toute la longueur du roc. Profondeur de 30 à 60 mètres. Puis pour ce qui est de l'état général, la plupart étaient en bon état, mais il y en avait certains, comme celui où on a vu vraiment une intrusion d'eau de surface, qui lui était mal scellé en surface, puis qui se trouvait être même comme renfoncé dans le sol. Fait que, tu sais, finalement, les eaux de ruissellement s'en allaient toutes là. Fait que c'est ça, c'était assez variable. Merci. Est-ce qu'il y a des questions en ligne ou pas en ligne, mais en tout cas des gens qui veulent prendre la parole directement? Donc, Stéphane, vas-y, Stéphane, tu peux y aller. On t'entend pas, par contre, t'es sur mute. Bonjour. Oui, mon micro ne s'ouvrait pas, mon vidéo ne s'ouvre pas. Ah bien, voilà. Bonjour, merci beaucoup pour la présentation. J'ai beaucoup aimé aussi le commentaire de Serge Garron qui voyait la possibilité de faire un,
une approche plus ample de la recherche. Est-ce que vous avez aussi réfléchi à approfondir la recherche au milieu que vous étiez, donc continuer un peu sur l'aspect de travailler avec les participants, les mêmes participants, de voir s'il y a un changement de comportement à travers le temps, ou bien d'élargir un peu cette vision sur la partie sciences sociales, l'approche sciences sociales, et de voir un peu les hypothèses que vous avez présentées, c'est avec un peu plus d'éducation, etc., ou bien dans d'autres zones. On n'a pas envisagé de le faire parce que le financement du projet est terminé, premièrement. Oui. Puis aussi, ça demeure que, tu sais, on est super reconnaissant là, des participants, en fait, qui aient accepté de participer à notre étude, mais c'était quand même engageant pour eux, hein. On est allé 15 fois chez eux dans des périodes aussi qui sont stressantes pour eux. On les a interviewés. Donc, je ne voudrais pas abuser de leur gentillesse tu sais, c'est ça, de retourner les solliciter encore plusieurs fois. Là, je pense qu'ils ont fait quand même grandement leur part pour nous aider dans la recherche. Mais oui, c'est des choses qu'il faudrait penser à plus long terme, surtout si on avait des projets financés sur un peu plus de temps. J'ai un projet qui ressemble beaucoup à ça, qui a eu lieu à Madagascar, qui durait 3 ans. Et là, on a pu voir d'une campagne d'échantillonnage à l'autre avec des questionnaires si les gens modifiaient leur comportement sur une durée qui est un peu plus longue quand même. Donc ça, c'était intéressant de le faire. Puis c'est ça, donc on aimerait évidemment refaire le projet dans une autre région, mais aussi l'étendre. Justement, là, on avait choisi des puits près de la rivière parce que c'était notre problématique. Puis on en avait choisi qui étaient plus éloignés, comme des puits témoins. Et on s'est rendu compte que c'est eux qui avaient été le plus contaminés. Fait que là, il va falloir penser dans un prochain projet à élargir la notion de contamination. Tu sais, c'est en lien avec les changements climatiques. C'est pas juste les inondations, c'est que les changements climatiques risquent d'apporter plus de périodes, tu sais, de prestations vraiment intenses. Sans dire que les précipitations changent nécessairement en quantité sur toute l'année, mais si les événements sont plus intenses, c'est là qu'on a vu que ça contaminait les puits. Donc, il va falloir inclure ça vraiment d'emblée dans un prochain projet. Merci. Il y a une autre question en ligne. Avez-vous une idée de comment offrir un service de transport pour les analyses qui devrait prendre ça en charge, sachant que les municipalités sont généralement peu disposées à s'ajouter une charge de plus? Je sais pas si tu veux que j'y aille, Geneviève. OK. On a fait dans une autre région là, un projet pour ce volet-là, tu sais, un projet où est-ce qu'on s'est concentré justement à faire des analyses d'eau puis accompagner les propriétaires dans ces analyses-là. Puis on l'a fait avec l'OBV là, qui était vraiment partant pour aider à organiser tout ça. Les municipalités ont quand même contribué aussi pour l'organisation. Puis on arrive quand même à la conclusion que c'est un must là, que les municipalités s'impliquent. Pas nécessairement pour qu'eux-mêmes fassent le transport, ça peut être organisé. Dans le fond, si c'est d'apporter des échantillons 2 fois par année à un laboratoire, tu sais, on peut trouver là, une façon de le faire, mais sinon que les municipalités soient dans le projet parce que c'est celles qui ont comme le contact le plus direct, puis l'accès le plus facile côté information là, pour envoyer directement aux propriétaires de puits. Puis que souvent la confiance des propriétaires de puits est vraiment forte envers la municipalité, tu sais, pour l'information qui est envoyée puis ce qui est partagé. Fait que, tu sais, je vois dans la suggestion, il y avait peut-être c'est pas les bons pour le transport, mais en tout cas, c'est important que les municipalités soient là. Puis nous, ben avec l'OBV, je pense que ça fait une bonne équipe, là. Merci. Il nous reste 1 minute. Ah, bon, Jean-Bernard, en tout cas, il y a 2 mains. Il nous reste une petite minute. Peut-être Serge, allez-y en premier et Jean-Bernard, tu termineras. Ben, d'abord, félicitations parce que je trouve que c'était une présentation tellement bien faite et puis très appropriée. J'ai été chargé de cours au département de géographie à la gestion des risques majeurs et les inondations. Là, je pense que ce que vous venez de présenter, c'était un bout qui manquait. Euh, puis, j'ai une propriété sur le bord de la rivière des Outaouais, pas loin de Montebello, puis je pense qu'il y aurait plusieurs citoyens qui seraient prêts à participer à une étude comme ça si jamais vous avez besoin d'un autre groupe, là. Puis ça donnerait une rivière très large aussi, ça donnerait peut-être une autre perspective. Cette zone-là a eu 2 inondations en 2017-2019 qui ont fait énormément de dommages, alors ce serait peut-être d'intérêt pour vous autres. Alors, je Oui, n'irai ben, pas plus loin que ça.
Vous pourriez peut-être m'envoyer un courriel avec ces informations-là pour que je puisse le retracer. Tu sais, moi, je suis toujours à l'affût de nouveaux programmes de financement, de nouvelles initiatives. Fait que, tu sais, si jamais j'avais ça en tête puis que je vois passer un programme, ben là, ça pourrait peut-être faire un match là, pour avoir un projet. OK, on vous écrit comment? Geneviève.bordelot@commercial-inrs.ca. Ou si vous allez sur le site de l'INRS puis vous tapez mon nom, vous allez tomber sur mon profil. Geneviève Bordelot, INRS. INRS. C'est bon, je vais checker ça. Merci beaucoup. Jean-Bernard, je te laisse le mot de la fin. Ben, je ressouligne ce que Serge Garon vient de dire. Excellente présentation d'une rigueur et d'une précision en même temps que assez complète sur un plan élargi. Alors, on est ouvert à comprendre les phénomènes qui sont évoqués ici et qui interpellent, quant à moi, beaucoup sur la communication des risques qui doit être faite par rapport au domaine où vous avez exposé. D'ailleurs, comme détenteur d'un puits, je dois avouer humblement que malgré ma supposée bonne connaissance du domaine, je faisais vérifier le puits chez moi, parce qu'on est plusieurs propriétaires à avoir le même puits, à cause de cette multiple propriété-là, mais pas avec la connaissance du ministère de l'Environnement et de ses règles. On le faisait par nécessité naturelle par rapport à ce qu'on croit être notre bien-être, notre santé. Hein. Alors ça, je pense que ça doit être beaucoup important. L'autre chose que je veux souligner, c'est que nous avons lancé au risque le 6e appel à projet pour des projets de l'ordre de 200 000 $. Alors, je vous le signale en passant. Et moi-même, en vous écoutant, je me disais, il faudrait qu'on ait peut-être 2, 3 autres types d'endroits que durant des endroits purement en milieu rural pour pouvoir mieux jauger la situation et peut-être développer une stratégie beaucoup plus globale de communication du risque appliquée à différents types de milieux. En tout cas, je vous remercie infiniment de votre présentation et de votre rigueur intellectuelle exceptionnelle. Et au plaisir de vous réentendre à nouveau sur la poursuite de vos travaux. Merci. C'est ce qui met fin à notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, merci Geneviève et Roxane pour cette superbe présentation. Merci à tous d'avoir été présents aujourd'hui. Et dans le fond, comme je vous disais en début de webinaire, vous allez pouvoir retrouver le webinaire sur YouTube. Merci beaucoup. Merci, bonne fin de journée. Bonne fin de Merci, journée. bonne fin de journée.